Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts intitulée Résilience. La résilience est le point commun entre l'assurance et l'entrepreneuriat. Et dans cette nouvelle série, j'ai la chance d'échanger avec des fondateurs et des fondatrices, fondateurs et fondatrices des plus belles startups européennes qui utilisent la technologie au service de l'assurance, de la finance et plus largement des risques émergents. Dans cet épisode, je reçois Éric Mignot, cofondateur de Plus Simple. Salut Eric, merci de prendre un peu de temps aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas déjà? Salut Florian, écoute, je suis Éric Mignot, je vais bientôt fêter mes 56 ans. J'ai 3 garçons j'habite en Italie depuis maintenant 3 ans pour Plus Simple. J'ai un parcours riche parce que j'ai eu la chance d'alterner entre d'entrepreneuriat et un long parcours corporate. J'ai passé 10 ans en Amérique latine où, par exemple, quand j'étais petit, j'ai démarré ma carrière au Mexique avec Carlos Slim quand il s'est lancé dans les télécommunications, il y a très longtemps. Et voilà, c'est une carrière riche en termes d'industrie, de géographie, depuis maintenant près de 30 ans. Et tu es CEO, cofondateur, et CEO de Plus Simple. Et justement, avant de revenir à Plus Simple, là, tu nous as parlé un peu de la diversité de ton parcours dans le passé. Est-ce qu'il y a un élément clé, un événement clé où tu t'es dit, qui t'a été particulièrement utile ensuite dans le développement de Plus Simple? Et ça peut d'ailleurs être soit une bonne, soit une mauvaise expérience, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui t'a été utile ensuite dans le développement de Plus Simple. Ouais, alors déjà je suis président de Plus Simple. J'ai un CEO avec moi. Et pour l'anecdote, quand j'ai créé avec mes 2 cofondateurs, Anthony Joanneau et Salamida Coup Simple, je m'étais dit à 45 ans, on va bosser avec pas mal de jeunes. Et je suis sans doute trop vieux pour que la connexion se passe bien. Il y a un gap générationnel. On commence à avoir des gens qu'on embauche chez Plus Simple qui ont l'âge de mes enfants. Donc c'est peut-être mieux de mettre quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Et je pense que j'ai eu raison. Voilà. Et ce qui dans... J'ai pas mal réfléchi à ta question. Je pense que un des trucs qui a été vraiment fondateur pour moi, c'est le fait de vivre à l'étranger. Parce que il y a 30 ans en France, peut-être encore un peu aujourd'hui, en fait, ton milieu social, tes études, etc., ça te préconditionnait à beaucoup de choses dans la vie. Et il y avait les trucs auxquels tu avais droit et les trucs auxquels tu n'avais pas droit, en fait. Et quand je suis parti vivre en Amérique latine, et j'ai passé un peu plus de 10 ans en Amérique latine, à travailler en Amérique latine, mes interlocuteurs, ce qui les intéressait, c'est qui j'étais et ce que je savais faire. Et ils en avaient rien à foutre de savoir dans quelle école j'avais été, de quel milieu social j'arrivais. Ce qui les intéressait, c'était moi en tant que personne. Et je dois dire que ça m'a vraiment décoincé, décomplexé, en me disant, finalement, in fine, ce qui est important, c'est ce que je vais savoir faire ou pas. Parce qu'il manque beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Mais ça a été vraiment libérateur de me rendre compte que finalement, je n'étais pas condamné à vivre ce pourquoi j'avais été conditionné, quoi. Ok, et pour revenir à Plus Simple, justement, au lancement de Plus Simple, quel a été le point de départ? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer sur un tel projet? Et quelle était l'ambition au départ? Quelle était la valeur ajoutée que tu voulais amener dans l'assurance? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été un déclencheur. La première, j'ai dirigé une compagnie d'assurance qui s'appelle Inscops en France. Et je me rendais compte qu'il y avait un vrai sujet autour de l'assurance des petits professionnels qui souvent galéraient à s'assurer, avaient des vraies difficultés à s'assurer. Et en me rendant compte qu'une des raisons pour lesquelles c'était le cas, c'est que en fait, la manière de gérer l'assurance de ces petits pros était très manuelle et coûtait très cher. Et que dans le jargon assureur, l'expense ratio sur les petites polices d'assurance était indécemment élevé. Donc ça coûtait très cher d'émettre, de gérer une police d'assurance de, 500 € annuels. Et donc du coup, pas mal d'assureurs décidaient de ne pas se positionner sur ces petits risques parce qu'ils ne savaient pas comment le faire de manière efficace.
Et donc, sans être très intelligent, je me suis dit, j'ai vu que j'avais dirigé Boursorama aussi en France pour le lancement de la banque en ligne, que d'introduire, de changer en fait le modèle en utilisant la technologie pour changer le modèle économique en transformant des coûts variables élevés en coûts fixes élevés, passer du traitement manuel au traitement automatisé via une plateforme informatique, c'était une solution pour résoudre ce problème. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré avec mes deux cofondateurs. Et puis au fil du temps, on a affiné un peu notre analyse et on s'est rendu compte que sur les petits pros, il y a vraiment deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a une partie du marché qui fonctionne comme l'assurance des particuliers. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de difficulté à s'assurer. Ce qui compte, c'est le prix. Et il y a pléthore d'offres dans le marché. Donc c'est les coûts marketing et le prix qui font la différence. En revanche, il y a presque la moitié du marché, des milliers et des milliers de professions pour qui s'assurer, ça devient un enjeu quasi existentiel. Parce que aucun des grands assureurs ne veut se positionner sur ces niches. Et pour ces niches, l'assurance, c'est un permis de travail. Et donc, ça a rendu notre mission et notre contribution en fait, au marché encore plus vitale. Ce consistait à se dire, je sais assurer un VTC, je sais assurer un petit entrepreneur de la construction, je sais assurer un sophrologue, des milliers et des milliers de professions qu'aujourd'hui les assureurs traditionnels refusent d'assurer. Intéressant, effectivement, intéressant la répartition du marché que tu évoques, hein, moitié-moitié, enfin c'est en grande masse, mais parce qu'effectivement il y a beaucoup d'acteurs, notamment dans l'insurtech sur la première partie, faire du volume, de la police indifférenciée, et la bataille c'est de la com, du marketing et du prix, effectivement, et puis l'autre marché qui résonne vachement avec une tendance qu'on entend beaucoup, qui est le tech-enabled NG, donc comment la data, les algorithmes, la technologie de manière générale permet de comprendre un risque de niche, mais qui en fait dans l'assurance peut être un gros marché. Exactement. Tous les empiles. Ouais, et puis alors l'autre phénomène, là c'est encore plus technique, désolé pour tes éditeurs qui sont peut-être moins familiers avec ça, mais en fait tu te rends compte que sur ces marchés de niche, tout le monde est subscale. Tous les acteurs traditionnels sont subscale parce que ils sont contraints soit par la capacité assurantielle qui est trop faible pour les accompagner sur une croissance forte, soit par leurs propres process qui sont très manuels et qui les empêchent en fait de scaler sur ces marchés. Et donc c'est pour ça que par exemple Plus Simple a racheté 20 MGA qui peinaient tous à passer en fait à l'étape d'après parce qu'il leur montait soit de la capacité at scale, soit de la technologie. Et donc vraiment le jeu, au cœur de la machine Plus Simple, il y a casser ce plafond de verre sur ces niches pour passer d'un play qui est subscale et qui peine à être très rentable à en fait arriver à servir tous les marchés européens à partir d'une seule plateforme MGA qui est Plus Simple, qui opère une même plateforme dans tous les pays. C'est vraiment un truc que jamais personne n'a fait pour l'instant. Et justement, en parlant de développement et en parlant de défis, pendant toutes ces années faire grossir Plus Simple, c'est quoi le défi majeur que tu as dû à relever et qu'est-ce que tu en as appris en fait? Alors, ce qui est marrant, c'est ce que tu évoquais juste avant, qui est qu'on n'a jamais été une start-up et un peu une scale-up très sexy. Et donc, dans les années fast du VC, Plus Simple, c'était un peu le vilain petit canard. C'est les mecs, la start-up un peu de vieux. Ils nous parlent de rentabilité, ils nous parlent de B2B, ils nous ennuient, ces gens-là ne nous font pas rêver. Et donc, c'était difficile à vivre quand même pour nous, parce qu'on avait l'impression de faire les choses correctement et que on n'arrivait pas à s'expliquer en fait par rapport aux investisseurs. C'était aussi frustrant pour les équipes qui voyaient que les uns et les autres, tous les noms qui ont fait les gros titres, d'abord pour leur succès, après pour leurs échecs, finalement, on n'était pas dans cette catégorie. Donc ça, c'était assez frustrant. Et même, à un moment, c'était quasiment existentiel quand il a fallu lever la série B.
ça a été vraiment la croix et la bannière parce qu'on n'était pas dans ces catégories de start-up sexy. Et puis finalement, l'opiniâtreté, la résilience nous a permis de tenir et aujourd'hui d'avoir une place qui est saine et solide dans l'écosystème InsurTech européen. Ouais, et c'est souvent ce que je dis aux entrepreneurs dans notre portefeuille, c'est qu'on est dans un marathon et pas dans un sprint. Et donc, ce qui compte, c'est de durer dans le temps et c'est évidemment plus difficile. Et je prends souvent l'exemple de Plus Simple en disant, regardez, et effectivement, pendant des années, ils ont été un petit peu sous les radars. Et aujourd'hui, c'est une des rares boîtes à la fois rentable, qui continue à grossir, qui est sous private equity, donc une belle success story dans l'InsurTech, et il y en a. Et voilà, et Plus Simple en est un exemple. Et effectivement, tout ça prend du temps, et donc il faut accepter parfois d'être un petit peu moins en lumière, mais de construire, et c'est la persévérance, la résilience qui compte. Donc là, on a évoqué effectivement un défi, quelque chose qui était plutôt difficile à vivre, mais bon, l'entrepreneuriat, c'est aussi des choses intéressantes et des moments plaisants. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un exemple qui te vient en tête de moments enthousiasmants dans le développement de Plus Simple? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, et c'est toujours des joies partagées avec les équipes, avec mes cofondateurs, avec nos partenaires, etc. Peut-être un des moments où mon sourire était le plus qui venait de très très loin, c'est quasiment depuis le début de Plus Simple. J'ai dit à mes cofondateurs que un jour j'irais m'installer en Italie parce que je pensais que l'Italie c'était le plus gros marché naturel pour Plus Simple. Et donc au début, eux, les équipes, tout ça me regardait en souriant. En disant, il est gentil, on n'y est pas encore. Hein. Et effectivement, le développement international, on a tout essayé. On a commencé assez tôt. On est passé par la porte, la fenêtre. On a tout essayé. On a eu beaucoup d'échecs sur le modèle. Jusqu'au moment où on a trouvé en fait notre modèle. Et aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires est réalisé en dehors de France. Et l'Italie est en train de devenir, peut-être à la fin de l'année prochaine, sera le plus gros marché pour Plus Simple ou l'année d'après. Et j'ai pu m'installer depuis 3 ans maintenant en Italie. Et je dois dire que le fait de se dire, depuis le début, c'était une ambition qu'on a pu concrétiser. C'est un impact concret sur ma vie, celle de ma famille. Et puis, je m'éclate. Hein. C'est un pays absolument génial. Au niveau business, c'est incroyable. Le marché de l'assurance italienne est dingue. Très sophistiqué, très mature. Donc franchement, c'est un bonheur. Ok, donc c'est presque même un rêve, un accomplissement intéressant. Et pour finir, si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent et qui voudraient se lancer aujourd'hui, alors évidemment plutôt FinTech, InsurTech, mais pas que, voilà, un conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui? Je pense que un truc que j'ai toujours regardé en tête, c'est un de mes vieux copains qui avait quelques années plus que moi quand j'étais dans la banque. La première fois que j'ai entendu ça, et c'est resté depuis lors, il disait tout le temps, si tu penses que t'es arrivé, c'est que t'allais pas bien loin. Et donc, le fait de se remettre sans cesse en question, de regarder devant, d'être obsédé en fait par cette vision, et regarder tout le chemin qui reste à parcourir par rapport à cette vision, en célébrant les succès, mais en s'arrêtant pas sur les succès qu'on a, ne pas rester dans cette espèce de confort on a réussi à passer un certain étape. Ça, c'est un truc qui est resté très 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 ancré chez moi. Et donc, on dit souvent que l'opiniâtreté, c'est la mère de toutes les vertus. Mais je pense qu'effectivement, savoir constamment regarder devant et puis passer un pas devant l'autre, c'est quelque chose qui est indispensable pour arriver à créer un business qui soit pérenne. Top. Écoute, merci Eric pour toutes ces infos, pour ce parcours retracé, pour ces conseils. Et à bientôt du coup. Merci, à bientôt.